L'idée, moi, j'ai pas préparé de pas et autre. C'est c'est effectivement de discuter, de voir aussi par rapport aux discussions qui ont eu lieu ces 2 jours, quelles sont les idées qu'on peut mettre en vrac et après on pourra les formaliser tranquillement plus tard. euh, de, de ce qu'on a vu qui manquait, que, il faudrait travailler dessus et tout. J'ai bien entendu là tout à l'heure, c'est, je sais pas si ça fait le pose comme ça. Donc il y avait travail sur les noyaux. Et donc tu disais qu'il y avait une partie sur l'OVP1 qui s'en occupe, mais il y a peut-être des choses qui manquent. En gros, ce qu'il y a dans le WP1, c'est plus quelques expérimentations, histoire qu'on ait quand même des noyaux générés et ça serve d'input à la partie compile, entre autres. Mhm. Mais on n'a pas vocation à couvrir un très large spectre de modèles de prog. Et en plus, on n'a pas de lien particulier avec les applications, hormis celles qu'on a embarquées directement dans le WP1 pour avoir un premier input. Autrement, pour l'instant, je sais, on n'a pas beaucoup de retours applicatifs Mhm. dans Numpex. Donc, ça ne sera qu'un survol léger. Donc, je pense que ça, il y a moyen de le renforcer largement. On avait fait le choix de rester que sur les codes C++. Ça, c'était déjà une directive qu'on s'était fixée au niveau du PC2. Les codes Fortran ont été exclus dès le départ du paysage parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Donc, peut-être. Non, mais clairement, vu le peu de manpower qu'on avait à mettre à disposition pour la partie modèle de prog, on s'est dit, on prend qu'un seul langage. Sinon. Non, non, mais c'est pas inintéressant. Parce que du coup, on n'explore pas du tout les nouveaux langages. Les langages un peu moins répandus dans le calcul scientifique, mais qui pourraient être très intéressants à l'avenir. Il y a Rust, il y a Julia, enfin, il y en a plein qui sont disponibles et on n'a pas du tout d'avis là-dessus. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder dans cette direction-là. Et alors, il y a une petite chose qu'on va aborder un petit peu, mais peut-être que tu compléteras, Julien, c'est on va comme aussi regarder un petit peu le Python GPU dans le cadre de Numpex. Mais c'est pareil, je pense pas qu'on aura le temps d'aller très profondément. On va explorer ce qui est possible de faire. Mais voilà, s'il y a des optimisations à faire derrière sur le code généré, tout ça, c'est des trucs qu'on regardera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Je comprends qu'il y a la question effectivement des modèles de programmation pour écrire les noyaux. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des modèles de programmation portables avec de la portabilité de performance et suffisamment simple d'utilisation et le matériel évolue en permanence. Donc, il y a chaque année des nouvelles questions de tiens, il y a ce nouveau truc qui est disponible en matériel, comment on l'expose aux développeurs pour que ce soit raisonnablement accessible. Donc, ces questions-là, c'est un truc qui s'arrête jamais. Et puis, en parallèle de ça, il y a aussi la question de l'écosystème. Tout autour des modèles de programmation, un modèle de programmation qui n'a pas son debugger associé ou son outil de débugage qui va avec, Ça. qui n'a pas son outil de profiling, qui n'a pas ce qu'il faut pour l'outil d'optimisation. Dans le HPC, c'est un langage qui est difficilement utilisable. Donc, il y a toute cette partie, je pense qu'il faut aussi vraiment sur laquelle il faut vraiment travailler. Surtout si dans Numpec, on a vocation à aller jusqu'aux produits utilisables en production, il y a aussi un gros travail d'ingénierie entre l'idée et l'utilisabilité. Il y a un chemin énorme à parcourir. Alors, c'est une question ouverte, mais là, si on regarde les architectures qu'on a actuellement, elles sont quand même avec une partie CPU imposante. Si on se rend vers moins de CPU et plus de GPU par nœud, est-ce que ce qu'on a pensé là maintenant, ça sera adapté ou pas? C'est une question ouverte, hein. Je ne sais pas s'il faut faire un appel à projet qui contient ça ou pas. Mais est-ce que vous pensez que les modèles qu'on a regardés, si on a un CPU anémique à côté, euh, moi j'ai lu des plans avec un CPU pour 8 GPU, des configs qui sont plus orientés IA actuellement que orientés
Est-ce que nos approches, pour l'instant, elles sont adaptées à ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste une question de le curseur de ce qui est porté sur GPU, il faut le pousser plus loin et ça suffit? Ou est-ce qu'on a un vrai bloqueur d'un truc qu'on sait qu'on ne pourra pas, tel qu'il est fait actuellement? Je sais pas, je prends les IO par exemple, pour l'instant, ils ne sont pas sur GPU. Est-ce qu'on va se retrouver dans un moment où tout ce qui va nous rester, c'est les IO et ça sera un temps incompressible et comme on a des ressources qui diminuent, on va se retrouver avec un temps IO qui explose? D'ailleurs, sur GPU, c'est un sujet qu'on peut noter parce qu'on commence à regarder les IO pas arrivé par le GPU. Faut plus avoir besoin de. Euh, À nouveau, je pense que là, ça pose la question de la cartographie des applications et qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Pour un Dialgo ou d'autres applis de ce genre-là, qui vont leur donner sur le GPU et où finalement le CPU il lui reste à lancer les noyaux de calcul, Ça va. après les autres dans l'ordre. Après, ça ne devrait pas trop mal marcher pour quelque chose qui fait de l'algèbre linéaire avec du star view, où on fait des allers-retours permanents entre construction de la matrice sur CPU et calcul sur GPU et que sais-je, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Enfin, je pense qu'il y a un travail de cartographie des applications. Ça pourrait être aussi je sais pas si c'est un travail de recherche, créer une vraie taxonomie, une vraie analyse des besoins, peut-être quelque chose à faire pour ça. Pour le coup, enfin, pour moi, c'est de la recherche au sens où c'est vraiment une étude, quoi. Même si c'est pas de la recherche dans le sens qu'on a l'habitude, nous, parce qu'il n'y a pas un logiciel à la fin ou des choses comme ça. Mais une taxonomie, c'est le genre de choses qui se fait et qui n'est pas évident du tout, parce qu'il faut arriver à capturer effectivement ce qui existe. Typiquement, nous, c'est pas notre équipe qui peut faire ça, parce que certes, on a des applications, mais on n'a pas tellement de vue large. C'est plus effectivement des gens, Sexa et ou le Cines, ou enfin des gens qui sont confrontés aux applications, qui voient le panel, la diversité et qui ont une meilleure capture de qu'est-ce qui est représentatif. Sur les applications, il y a le PC5 avec les démonstrateurs. Je l'ai pas dit, mais Diablo, on est dans le PC5 aussi. Non, chose, il y a plusieurs applications dans ces démonstrateurs. Et j'utilise ma clé du GPU. Sûr, faut voir ces applications-là, je pense que c'est un petit peu représentatif. Ça, il y a le problème de la scalabilité. Il y a un peu, il y a beaucoup de choses qui font une tentative de panel des applications, mais très très large, très inclusif, déclaratif, où chacun répond un petit peu à sa manière aux questions. Aller plus loin, prendre le temps de discuter avec les gens, de vraiment comprendre. Je pense que c'est un travail énorme, mais qui serait d'une utilité, d'une vraie grande utilité. Et essayer d'aller vers une taxonomie, quoi, pour que après, on puisse se dire, OK, moi, je suis comme ça, alors c'est pour ça que. Moi, je pense que c'est aussi important de, de rationaliser l'impact de certaines applis avec leur taux d'utilisation dans les centres de calcul aussi. Parce que faire un gros, c'est méchant de dire ça comme ça, mais faire un gros effort sur une appli qui prend 1% d'un seul centre de calcul, pour l'instant, je pense que c'est pas la cible. C'est déjà qu'on cible les plus grosses, celles qui nous coûtent le plus cher, et après, c'est mon avis. À propos de la taxonomie, il y a Thierry Gauthier qui dit, mais est-ce que c'était pas dans le PC5? Moi, je sais pas, j'ai pas le document du PC5. Je sais pas s'il avait mis. Non, non, si c'est quelqu'un dans du texte, c'est le PC5, Ouais. aujourd'hui, quelques poches. Ouais. PC5 s'appuie sur une taxonomie ou en tout cas sur une classification, une catégorisation préexistante qui vient de CP, mais qui était plus une classification en work package de on va travailler sur ça, ça, ça et ça, qui n'est pas une question de comment attaquer le GPU et qui est plus, d'un côté, on regarde les applis la question des maillages, d'un côté, la question des IO, d'un côté, la question de. Donc c'est plus ça la catégorisation, et éventuellement par domaine applicatif, les gens font de la physique, les gens font de je sais pas quoi, alors qu'en fait, ce dont nous on aurait besoin, ça ne dépend pas forcément du domaine applicatif. Il peut y avoir des applications qui viennent de domaines applicatifs très lointains, mais qui finalement font des calculs qui se ressemblent sur GPU
Et par contre, deux applications qui traitent le même sujet, et un qui prend un schéma implicite, l'autre un schéma explicite, et ça n'a rien à voir. Donc, je pense que c'est un travail différent de ce qui est déjà prévu et fait dans les systèmes. D'accord, ouais. Et vous pensez qu'il y a besoin de tooling pour justement faire cette caractérisation? On a besoin d'outils pour aider les développeurs d'applications à nous dire qu'est-ce qu'ils font vraiment, ou ils connaissent suffisamment tous bien leurs applis pour te dire non, mais moi je sais que j'ai tel type de comportement, donc c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est là-dessus que j'ai besoin d'aide parce que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il y a Pierre Astéric qui dit, est-ce qu'il y a des composants logiciels qui sont réutilisables? Moi, j'ai l'impression qu'il y a tous les schémas de calcul où il y a des formules de physique, c'est pas, enfin, il n'y a pas de composants réutilisables. Éventuellement, il y a des squelettes qui pourraient être réutilisables, mais le cœur du calcul, le cœur lui-même, eh ben, on en parlait ce midi le GPU, est-ce qu'il vaut mieux répliquer le calcul ou prendre un temporaire? Bah, là, la question se pose et c'est pas factorisable d'un code à l'autre, sans doute. Peut-être si les schémas au sens numérique du terme est vraiment le même, hein, mais sinon, Non, mais là, c'est vraiment des squelettes, c'est ce que tu dis. Et les squelettes de plus bas niveau, ils existent. C'est le parallèle, c'est la réduction, c'est le scan, c'est ce qu'on a dans OpenMP, dans Cocos. Maintenant, la question, c'est on peut construire au-dessus de ces squelettes de bas niveau, des squelettes d'un peu plus haut niveau. J'ai un stencil. Ça, c'est un truc qu'on a à plein d'endroits. Faire un stencil bien, c'est compliqué. Sur GPU, c'est très compliqué. Alors, sur les stencils en particulier, il y a déjà plein de travaux. Mais en fait, il y a d'autres squelettes qu'on peut identifier dans les applications et peut-être essayer de construire des choses en montant doucement de niveau par rapport à l'existant. Bonjour Samuel, est-ce que tu m'entends? oui, oui, c'est bon, oui. Ah, d'accord. Est-ce que je peux écrire directement dans le petit note? J'ai deux, trois idées. Mais autant parler aussi, oui. D'accord. Donc c'était pour ajouter dans les thèmes une veille scientifique sur les API. Vous me posez des questions, la pérennité de la plateforme OpenCL, et puis surtout la multiplicité des API, CUDA, OpenCL, Cycle, HIP, ROCm, Direct Compute, Metal, tout ce que vous voulez. Nous, on n'arrive pas à suivre. Il y en a beaucoup. C'est un peu un problème pour nous. Et puis, pour ouais, si tu veux, j'ai tapé, je peux les retaper. Cartographie des applications. Moi, je voyais une classification par les types de données qui, pour moi, est le plus important, c'est-à-dire des maillages structurés ou non. Ça change totalement les algorithmes. Des données denses ou creuses. Voilà, structurées ou non, des données denses ou creuses, des données statiques ou dynamiques. Là aussi, sur GPU, ça change énormément de choses. Le GPU est bon sur les données statiques, c'est beaucoup plus compliqué de faire des données dynamiques. Et puis, bien sûr, des données à forte intensité de calcul ou non. Donc, typiquement, des modèles explicites où il y a une forte intensité de calcul, on peut cacher les accès mémoire, et de l'implicite où on est bloqué par la bande passante. Et pour moi, c'est vraiment je dirais, quels que soient les algorithmes, les modèles physiques, c'est un peu c'est les données, en fait, hein, qui catégorisent. C'est quoi la distinction de données statiques ou dynamiques? Enfin, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on entend par données statiques ou dynamiques? Bah, données dynamiques qui vont évoluer au cours du calcul. Donc, typiquement, adaptation de maillage. Et plusieurs dynamiques par les données. Tu veux dire, c'est pas tant le contenu des données que la structure elle-même, hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, ce serait plus la topologie des données, la structure des données, ouais. Je pense qu'il y a un travail aussi sur les chemins de migration. Comment, bah, c'est un peu ce qu'évoquait Marc plus tôt, quand on a une application existante qui n'est pas GPU et qui est peut-être des millions de lignes, comment
face au GPU, la réponse faut tout réécrire de zéro, c'est une réponse qui est dure à entendre quand on a ce genre d'application. Quel chemin progressif pour basculer vers le GPU, quelle solution on peut proposer pour ça? L'autre question, c'est aussi effectivement, que Carnot a évoqué, pour aller vers le GPU, il faut changer plus que la structure des boucles, il faut parfois changer les algorithmes. Comment on choisit le bon algorithme? Est-ce qu'on peut faire l'auto-tuning? Est-ce qu'on peut sélectionner automatiquement? Est-ce qu'on peut avoir une panoplie de variantes? Comment, en fonction du matériel, trouver la combinaison qui va bien? C'est un problème qui est pas forcément facile, qui est pas forcément facile à l'échelle d'un noyau donné. Et si après on parle en plus d'une combinaison dans une application de plein de noyaux données où il y a pour chacun plusieurs variantes, la combinatoire explose et trouver la bonne solution. Et même au-delà de ça, au niveau des portages et de passer au GPU, des fois, même au niveau matapi, il y a des choses qui sont plus efficaces sur le GPU. Ouais, C'est pas rester dans ces carcans. on s'arrête où? Donc, ouais. Je pense que c'est que le PC1 explore déjà pas mal la question des algos pour le GPU. Je ne sais pas s'il y a des Ouais, si. Mais ouais, il y a un petit peu de déconnexion justement. Enfin, pour l'instant, la plupart des recherches sur la théorie, après, comment ça sera mis en pratique, n'est pas encore bien sûr. Justement. Dans le PC1, la question que j'ai eu de moins peut-être. Là, on réfléchit sur des algorithmes qui, a priori, devraient bien marcher sur le GPU. Mais une fois qu'on aura ces algorithmes, reste la mise en pratique qui ne sera pas forcément aussi facile que ce qu'on aimerait qu'elle soit. Par exemple, on dit on va faire de la précision plus faible et on va corriger nos erreurs liées à la précision en- par, par des artifices de calcul, mais justement, on n'est pas encore en mesure de quantifier le coût de cette correction. un autre point qui est déjà présent dans le PEP1, mais sur lequel je pense qu'il faut qu'on insiste vraiment, c'est l'aspect formation. Formation y compris des chercheurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois des chercheurs qui va travailler par exemple sur les algos, sur des choses comme ça, qui ont une vision du GPU qui ne correspond pas forcément à la réalité, une vision de l'écosystème GPU, de ce qui est disponible ou pas en tant que bibliothèque qui ne correspond pas forcément à la réalité. Et du coup, parfois, des solutions, des travaux de recherche super intéressants, mais qui sont un tout petit peu à côté de la cible et qui sont pas utilisables en pratique par les applications. Donc ouais, il faut vraiment qu'on insiste sur la formation, sur qu'est-ce que c'est que l'architecture GPU et qu'est-ce qui est disponible en termes de bibliothèque, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait, la question qui était posée tout à l'heure, hein, sur c'est quoi les modèles de programmation qu'on peut vraiment utiliser ou pas, essayer d'éclaircir tout ça pour la communauté. Quand tu dis qu'est-ce que c'est une architecture GPU, tu sous-entends présenter l'archi ou comment bien utiliser l'archi? C'est les deux, peut-être? Il y a Les deux. les deux à Il y a les faire. deux, ouais. Surtout éviter les préconceptions que beaucoup de gens peuvent avoir. Ça, on parle tous avec notre vision Qui sont de GPU. Qui sont pas ou plus. Parce qu'à une époque, on disait les IF, c'est catastrophique sur GPU. Maintenant, Oui, ça l'est un peu moins que ça l'a été par le passé, quoi. Ouais, mais même, enfin, déjà quand on en est à ce niveau, c'est. Non, mais là, c'est les gens qui nous parlent comme qui ont des préconceptions, c'est des Ouais, mais vaut mieux qu'il y ait préconception. C'est pas encore d'avoir des mauvaises préconceptions. Je suis assez d'accord. Ouais, il y a ceux qui s'en foutent et puis il y a ceux qui disent voilà comment il faut faire sur un GPU et en fait, C'est faux. c'est ça Ouais. arrive. Ça a pas mal bougé les GPU en 15 ans. Ouais. Oui, c'est vrai, ça change. Il y a beaucoup de choses qui étaient vraies à une époque vrai, qui sont c'est plus vrai. vraies maintenant. Sur certains points, Puis après, il y a aussi les effets de com. La mémoire unifiée, il y a une partie, c'est un effet de com. Ça va pas tout faire tout magique, hein.
Ça, c'est le genre de truc, ça peut être compliqué aussi à gérer efficacement. On a eu la question au cours du workshop et la question, je pense qu'elle arrive à chaque présentation de GPU à laquelle j'assiste. Pourquoi vous nous parlez encore de transfert de mémoire et Alors tout qu'il y a ça, vraiment une fille. alors que les APU arrivent et que demain c'est fini les transferts de mémoire? Je ne suis pas si sûr que ça que le futur peut gérer les transferts de mémoire avec le GPU. Oui, oui, sur ce point-là, c'est très intéressant, la mémoire partagée. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que si CPU et GPU partagent les mêmes données, ça veut dire que c'est le GPU qui impose ses contraintes. Donc le CPU, certes, il n'a plus à envoyer les données, mais il est obligé de travailler sur des données GPU compatibles. Donc faut pas rêver. Il a de hardware. Si le CPU se met à taper sur la mémoire du GPU, le GPU qui avant savait très bien accéder à sa mémoire, bloc par bloc, cacher les latences, etc. D'un seul coup, il y a un CPU qui vient faire n'importe quoi au milieu et qui brise ses pertes. Parce qu'on se retrouve assez vite dans la situation qu'on connaît depuis longtemps des nœuds NUMA classiques, où faire un code parallèle, un seul processus sur tout un nœud NUMA, c'est galère. Et il y a peu de gens qui y arrivent. Et là, on va faire la même chose avec les GPU en plus du Ouais, tout à NUMA. fait. Moi, je viens justement des SHM, Distributed Shared Memory. Quand on fait du multithread sur une puce, ça va très bien. Dès qu'on commence à avoir plusieurs domaines NUMA et qu'on cherche à optimiser, à locker, à transférer, ça devient l'enfer à coder. Mm. C'était la fausse bonne idée, hein. Ouais, mais du coup, la mémoire unifiée du GPU, c'est la même chose. Oui, c'est un plus. C'est vrai que c'est un plus, mais c'est à prendre avec des pincettes. Et sinon, concrètement, ça prendrait quelle forme cette formation? Parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui sont juste réfractaires au GPU. On ne va pas les amener dans une formation GPU. On aura du mal à les avoir, ces gens-là. Faut leur offrir le repas. J'ai pas vu. Non, mais je pense que déjà, dans Numplex, il y a de l'animation interne à Numplex et on peut espérer quand même atteindre un peu plus les chercheurs qui sont dans Numplex, des chercheurs qui ont une envie de venir sur ce sujet et très bien, et pour leur sujet de recherche et continuer dessus, si on est pour leur dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais Non, faut que ceux qui ont envie ou qui osent pas, on puisse les aider parce que eux, c'est une cible privilégiée parce qu'ils sont déjà d'accord pour essayer de faire quelque chose. Ceux qui veulent rien faire, ben, et ce Ouais, que ils seront tout seuls. ces journées NUMPEX, là, c'est très utile. Si on participe à NUMPEX, c'est quand, a fortiori, on est intéressé par le calcul sur GPU, donc on a déjà certaines connaissances. Et, moi, sur les 3 journées là, qui ont été organisées, à chaque fois, j'apprends des choses. Je suis les conférences et je vais me renseigner. On ne part pas de zéro. Dans le PC5, clairement, on va tous rester dans le GPU. Ouais, je pense que c'est plus des formations de perfectionnement plutôt que de démarrage à zéro. Ça, le démarrage à zéro, je pense, les formations pour les gens qui sont complètement néophytes, ça va être nous, participants, à organiser ça en interne dans nos équipes. non, mais effectivement, sur ce que tu dis, Arnaud, quand on va demander aux applications, est-ce que vous voulez des GPU? Je leur dis ce que j'ai déjà dit hier. La réponse est non. Enfin, si on pouvait continuer à avoir des CPU qui arrivent de plus en plus vite, bien sûr, c'est ça qu'on veut. Ce qui est bien, c'est les GPU. Si on leur demande d'une autre manière, est-ce que vous voulez l'architecture qui sera plus rapide demain que celle que vous avez aujourd'hui? La réponse, d'un seul coup, c'est oui. Et là, il y a un choix à faire, c'est est-ce que vous voulez ce qui sera plus rapide, qui se trouvera être du GPU, ou est-ce que vous voulez continuer sur CPU? Mais justement, ça fait partie de la sensibilisation qu'il faut mettre dans une formation. De dire, Moi, je parlais de formation pas pour les applications, mais déjà pour les chercheurs qui travaillent sur les méthodes numériques, sur les outils, sur les middleware, sur toutes ces choses-là, qui disent pour l'exascale, donc pour le GPU, mais qui peuvent avoir une vision de ce qu'est le GPU qui n'est pas forcément exactement la réalité. À côté de ça, il y a certainement de la sensibilisation à faire. Je pense que le message arrive maintenant, les gens trouvent que
c'est juste parce que les informaticiens sont des méchants peut-être, mais le message que les prochaines machines seront des machines GPU, ça, j'ai l'impression que ça commence à faire coller. Calculé en BF16, Enfin, en tout cas, le fait que les accélérations en parce que je sais que 64 bits vont peut-être pas continuer. ben voilà. Donc, moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de bibliothèques qui étaient sorties de données 90, 40 vidéos sur les quadros de précision à partir de plusieurs autant retrouver la double précision à partir de plusieurs mais en faisant des calculs efficaces. Et Parce qu'il y a des trucs comme ça qui pour quel type d'application ça pour les calculs. Oui. En gros, tu utilises une unité BF16, mais avec des bibliothèques qui sont écrites pour retrouver la précision. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites par le passé, à l'époque où il n'y avait pas de 64 bits, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment plus efficace? Enfin, Sachant que les unités BF16, il y en a de plus en plus. Dans des machines. C'est comme, à un moment, c'était le multimédia de M. Fillon, qui regarde des vidéos, qui a piloté les optimisations des codes de calcul. Ensuite, il y a OpenGL, c'était les jeux des gamins qui jouaient au jeu 3D. Mais c'est passé, les shaders ont été détournés dans le calcul. Il n'est pas impossible que le BSC de l'IA soit obligé de s'en servir. Le problème pour moi, c'est que le BF16, il se met dans le calcul matriciel. Donc, avec les tenseurs corps, etc. Oui, mais là, ça part. parce que, je ne sais pas, je l'ai écrit, je sais rien. Justement, il y a des précisions qui nous disent ça. Peut-être que tu peux accélérer tes calculs en partir de calcul. Voilà. Il y a une remarque de Pierre par rapport à la formation pour ceux qui ont codé en Fortran pendant toute leur carrière. Parce que le GPU, souvent, ça veut dire passer à C++. Ça en fait partie. Ou alors on fait effectivement de PAN-ACC et ils peuvent rester en Fortran. Ouais, c'est ce qu'a dit Julien tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer comme méthodologie pour faire évoluer ces codes-là et ces utilisateurs. Alors, il y a la méthodologie par rapport au code, de millions de lignes, effectivement. Mais il y a aussi pour moi, il y a aussi par rapport à la connaissance. C'est que faire bouger une communauté complète d'un langage à un autre, je ne sais pas si là on est prêt, et même si ça vaut le coup. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui interdit de faire du Fortran sur GPU, hein, dans l'absolu. C'est pas le langage qui est le bloc. non, le langage Fortran, il est peut-être mieux adapté que le C ou C++ pour aller sur GPU. En fait, le problème du Fortran, c'est son écosystème. Aujourd'hui, la communauté du Fortran, c'est le HPC. La communauté du C++, c'est le reste de l'humanité. Enfin, en exagérant à peine. Le nombre d'utilisateurs de Fortran, c'est une micro-niche. Et quand il faut développer un compilateur et investir des dizaines d'ingénieurs, d'années ingénieurs sur le développement, les entreprises se posent la question de la rentabilité de quelque chose comme ça. Fait qu'aujourd'hui, je ne parie pas sur le Fortran à long terme, même si le langage en lui-même est vachement bien. Par contre, il y a un autre langage qui perce pas mal, vous avez peut-être entendu parler, c'est Python. Il y a toutes les approches tensorielles qui sont suffisantes pour faire du réseau de neurones. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut rajouter dans un code à NumPy pour être capable d'écrire des noyaux de calcul plus généralistes. Voilà, comme je montrais tout à l'heure, il y a plein de trucs qu'on peut dire, je peux prendre le tableau des calculs de 1 à droite, d'un à gauche, J'ai des collègues qui font du calcul Python. Dans certaines situations, ça suffit, et je pense que c'est vraiment, quand ça suffit, c'est vraiment bien. Mais est-ce que, en allant toquer aux portes des applications, il manque des petits patterns qui manquent dans un truc genre NumPy pour ne pas avoir à éclairer les
Donc, moi, pour Python, il y a pas que la partie génération GPU, il y a aussi la programmation distribuée qu'il faut travailler. Parce qu'il y a bien un API for Pi, mais c'est quand même une grosse verrue sur le truc. Si on fait des gros codes. Moi, j'en étais déjà à écrire, est-ce qu'on peut générer les noyaux en Python, quitte à avoir autour un truc dans un autre langage, et effectivement, cette question. Écrire l'application complète en Python, moi, ça me paraît compliqué pour des raisons de gestion de la mémoire et des allocations de mémoire. Garbage collector qui ne fonctionne pas très bien. Et par contre, si on pouvait déjà écrire des noyaux avec ou quelque chose de similaire, mais en tout cas une expression tensorielle pour le coup, ce dont parlait Marc, qui va commencer, c'est un peu ça, on va regarder, entre autres, on peut faire un pont entre les aspects vecteurs chez les aspects. Et on a pas mal parlé de C++, plein de cas. Est-ce que C++, HPC, ça a un intérêt aussi comme formation? Parce qu'on peut pas prendre tout et n'importe quoi du C++ si on va avoir des pertes. Bah, juste un exemple que nous on a eu, les sharp pointers avec OpenMP, c'est une mauvaise idée. Ça a très mal se passer. Mais c'est pas marqué dans la norme, mais c'est dit nulle part en fait. C'est juste quand on sait comment ça marche à l'intérieur et quand on sait quelles sont les contraintes d'OpenMP, on sait que les sharp pointers, faut pas les utiliser. Mais si tu sais pas qu'il y a un compteur de référence, donc c'est un atomique, donc ça va poser le problème en parallèle, bah, tu prends naturellement le truc, ça résout ton problème. Mais après, tu as des pertes tout pourries. Donc, tu veux dire une restriction du langage qui enlève les trucs chiants pour la parallélisation? Ouais, ouais, sensibiliser les gens à. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en C++, mais prenez des tableaux, quoi. Me permettre d'aller un peu plus loin, c'est plus que ce qui est OpenMP, ça va pas très bien ensemble. Ouais, mais enfin, je veux dire, quand tu utilises des vues Coco, ça n'a pas le problème. Mais ça serait TBB, ça serait pas le même problème. Ouais, mais Qui pour le coup est adapté et qui va peut-être même être dans le langage. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'on aura des choses qui marchent. mais pour le coup, Coco, ça essaie de faire les choses Justement, pour pour pas te donner justement cette espèce de C++ HTTP en disant, voilà, tu peux pas utiliser n'importe quoi dans des sections parallèles. Faut que ça tourne sur. En fait, la manière de dire, Cocos, c'est quoi? C'est portabilité de performance chez Cocos. C'est juste une manière de tricher pour dire, tu écris un truc qui marche sur GPU, qui est un tellement contraint que si ça marche bien sur GPU, ça marchera de toute façon sur CPU. Et en fait, l'ensemble des choses que tu peux faire sur GPU est quand même super contraint, et du coup, pas de short pointer, oui. Pas de plein d'autres choses, mais là, sur GPU, c'est même plus parce que c'est pas efficace, c'est parce que Ça marche pas. marche pas. Et ça ne compilera pas sur GPU. Mais Ça peut être ça le message. Si vous faites du C++, sortez pas de Cocos. une des choses que j'aurais voulu explorer, c'était l'intérêt du GPU, c'est que ça te casse plein de choses, il y a plein de choses qui, enfin, l'intérêt, qui marchent plus. En tout cas, c'est une situation dans laquelle tu es. Pour débugger, pour développer, c'est quand même pénible comme on a moins accès à ce qui se passe dedans que quand on est sur CPU. Est-ce que on est capable de fournir un truc dans un mode un peu de simulation, quelque chose comme ça, qui amène les mêmes contraintes que le GPU, mais dans un environnement où on est avec des outils, où on est capable d'aller explorer, voilà, fournir un GPU virtuel comme environnement de développement. Je pense à un truc à la thread sanitizer qui rajouterait l'analyse sur les structures de données, sur la façon dont on les utilise. L'idée que j'avais en tête, c'était de dire on va se donner un process qui va être notre GPU. Et tu as les outils habituels. Et tu as les outils habituels. Juste un calculateur qui te restreint sur, non, mais sur un GPU, tu pourrais pas faire ça, donc tu le fais pas. Et du coup, ton code, tu testes sur CPU. Tu as un espace mémoire différent, c'est le noyau que tu fournis avec des process. Soit voilà,
tu maîtrises un peu plus ce que tu donnes à l'utilisateur. Voilà. Non, Je regarde pas. non, c'est juste qu'il y a quand même pas mal d'outils, parce que c'est pas très pratique, il faut des outils pour débugger sur GPU, mais il y a quand même des outils. En discutant avec la base des utilisateurs de Cocos, un des trucs qu'ils nous disent, c'est les gens écrivent leur code Cocos sur CPU et tournent en compilant avec le backend OpenMP de Cocos. Qui travaillent sur le GPU, qui ont des problèmes d'accès mémoire, qui font juste des kernels qui s'arrêtent au milieu et trouver la ligne où le mauvais accès mémoire a eu lieu et où on a accédé à des données qu'on n'avait pas transférées. C'est Ça peut être une formation QDHGTB ou équivalent. ben, ouais. Des fois, que la GDB ne dit pas exactement l'endroit où ça va planter. Un peu comme ça. Non, mais puis, enfin, on a le même problème avec le GDB quand on est en O3 et l'autorisation du truc, ça fait chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils différents utilisés pour le GPU, il y aura aussi des outils différents en fait utilisés pour le GPU. Alors, il y aura une formation aussi à faire sur. Mais par contre, on peut le compiler en O0 et avoir exactement la ligne. Alors que l'outil GPU, lui, n'est pas capable de comprendre au-delà de la fonction. Et puis là, c'était un exemple d'une option. Donc, il faut bien travailler sur l'écosystème à fournir des choses qui permettent un petit peu dans l'esprit de ce que disait Philippe, hein, c'est pas d'aller vers un peu plus de preuves, de tests, de choses qui permettent de s'assurer que le code marchera sur GPU sans nécessairement tourner sur GPU et tourner sur le problème. Et pour le C++ HPC, il y a eu un gros effort dans l'embarqué. Le C++ embarqué qui n'était pas pour des raisons de perte, mais qui était plus pour des raisons c'était je crois qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont dit, ah oui, mais comment ça peut être. Ça a été très compliqué à sortir. Il y a un peu il est bon. Mais tu voulais dire faire une sous-norme? Ouais, C'était plus. D'accord. Tu sais plus qu'est-ce que tu es autorisé, plus safe, qu'est-ce que tu es autorisé pour l'embarquer. Ça va un peu plus loin. Moi, c'était plus les bonnes pratiques. Ouais. Et sachant que certaines ne sont même pas liées au GPU. Hein. Prendre les fonctions virtuelles, c'est pas une bonne idée dans les boucles internes. Et il y a et architectes, Est-ce que c'est la preuve qui réduit ces interventions de structure? Une construction qu'on peut utiliser. c'est-à-dire En gros, c'est la norme. Et tu sais, comme tu dis, interdire Le compilateur NVIDIA n'est pas capable sur du code device d'avoir un ACDV comme. oui, donc, ouais, ça va le faire peut-être par principe. Ça, Ouais. Un rôle sur là, c'est qu'est-ce que tu veux interdire. les constructions qui ne vont pas marcher. Mais par exemple, utiliser STD Vector, ça ne va pas marcher sur GPU, c'est quand même quelque chose sur le code CPU que important d'utiliser. Ouais, mais donc, tu vois, des tableaux. moi, je pense que NVIDIA va tout faire pour le supporter un jour ou l'autre, sauf s'ils ne peuvent pas. Et je pense que ce sera quand même une mauvaise idée de l'utiliser. Parce que tu prends le STD Vector, c'est toujours pareil. En parallèle, dès que tu vas vouloir faire des push et des pop dessus, ça va être la misère. Et le problème, c'est que ces trucs-là, ça simplifie des opérations complexes qui, si tu n'avais pas l'outil, tu ne les aurais pas fait parce que c'est chiant de faire. Tu vois, nous, on a constaté que dans les codes C++, il y a énormément d'allocations et des allocations beaucoup plus que dans les codes C.
La seule raison, c'est que c'est facile d'en faire en C++, tu le vois pas, en C, tu le fais pas parce que c'est chiant. Pour le coup, à nouveau, la philosophie de design de Cocos, c'est de dire les opérations coûteuses, on veut les rendre visibles. Ah, Dans la STL, faire une copie d'un vecteur, c'est juste faire V2 égale V1, quoi. Ça fait une copie de ton vecteur, et ça, c'est quelque chose. Dans Cocos, il n'y a pas de constructeur de copie pour les grosses données. Il y a un truc qui s'appelle deep copy, qu'il faut que tu appelles toi-même. Tu te dis, oula, est-ce que je veux vraiment copier des trucs? et vite, copie, il faut choisir le Et bon. effectivement, moi, en tant que développeur C++, cette manière de faire de Cocos, elle m'énerve. C'est pas C++, c'est pas. Mais en fait, quand on met ça dans les mains d'un développeur applicatif qui doit coder, c'est beaucoup plus clair qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui ne coûte pas. Et je pense que c'est un bon choix. Là, c'est-à-dire qu'il y a une libcube ACXX qui existe déjà. Oui, qui va justement ramener tous les trucs qu'il ne faut pas qu'on ramène. Ah, C'est-à-dire, on va dire, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est Pierre qui ça, Donc, je pour réponds un à code, Je peux prendre la parole et dire Oui, Pierre, tu peux ouvrir ton micro, hein, si tu en as. pour un code C++ standard, qui n'utilise aucune bibliothèque GPU, qui utilise dans la bibliothèque standard les algos, c'est un peu ce que tu disais en post, hein, tu rajoutes par un template de tes algorithmes et ces algorithmes. Ce que tu dis avec par, c'est que les itérations sont indépendantes. Le compilateur de NVIDIA permet que les boucles parallèles soient exécutées côté GPU et tu n'as rien à toucher dans ton code qui n'utilise que le standard C++ et la bibliothèque standard C++. Enfin, j'imagine qu'il n'y a quand même pas le CXX, mais je suppose quand même qu'il n'y a pas un pushback qu'on peut faire sur device, comme ça, sans avoir pas la réallocation. Mais en fait, j'étais déjà faux en étant pas dans. Ah ouais, moi tu vois, j'ai eu l'exemple des fonctions virtuelles. Il y a des utilisateurs qui nous ont dit on voudrait des fonctions virtuelles. Ils ont demandé à NVIDIA, NVIDIA leur a dit comment le faire. Il leur a pas dit qu'il fallait pas le faire. C'est un contournement qui fait que tu peux le faire, mais c'est pas une bonne idée. C'est juste pas bien, faut pas. Et pour moi, c'est la différence entre le discours commercial, hein, qui est je vais te donner tout ce que tu demandes, et la vraie vie où tu as envie de dire mais non, moi je veux qu'il fasse pas n'importe quoi et qu'il prenne juste ce qu'il faut. Oui, mais, c'est le bon discours commercial qui dit OpenACC, c'est très bien, vous avez juste à rajouter des directives. C'est pareil. Ouais, désolé, j'avais problème de micro, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ouais, non, c'est juste une sous-partie de la STL hein, qui est disponible sur GPU. Après, pour revenir sur l'histoire des fonctions virtuelles en HPC, enfin, même sur CPU, c'est pas bon, quoi. Enfin, du coup, on fait du CRTP ou des choses comme ça qui permettent d'aller un peu plus vite, mais enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qui existent, et je pense que ça serait dommage de ne pas les regarder pour voir si ça peut pas répondre à certains besoins. Euh, Enfin, Le voilà. truc, c'est qu'il ne faut pas transposer le coût usuel sur CPU et se dire ah bah ce truc-là ça coûte pas cher, bah, je vais l'utiliser sur GPU parce que le coût est quand même là. Exactement. En fait, moi, le fond, pour répondre à ta remarque, le fond de ma pensée, c'est que à l'heure actuelle, je vais être un peu brut, mais nos codes CPU, ils sont pas bons. Le GPU, c'est une bonne opportunité pour faire enfin des codes performants. Ça serait bien qu'on rate pas le coche une deuxième fois, quoi. Dire, alors, c'est peut-être pas partout, hein, peut-être que j'ai une vision biaisée, mais on avait fait des études de savoir à combien étaient de la crête nos applis. Quand elles dépassaient 1%, on était déjà super content. Quand c'est pas des applis qui appellent des bibliothèques optimisées ou c'est vraiment toute l'appli qui est codée à la main, on est vraiment sur des efficacités qui sont catastrophiques. Mais du coup, pourquoi, enfin, si les codes sur CPU sont déjà pas bons, enfin, il faudrait peut-être apprendre de ces erreurs pour pas reproduire les mêmes sur GPU. C'est exactement ça. Ah, C'est ok. pour moi, c'est les trucs qui marchaient pas qu'on a utilisés sur CPU. Ouais, L'avantage, c'est que vu qu'on réécrit pour le GPU, comment on peut faire pour ne pas refaire le même type d'erreur? Et ok. pour le coup, nos codes qui sont en train d'être réécrits sur GPU, on a mis plus de contraintes.
Et la version réécrite qu'on a fait du code, bah, vous avez vu l'exposé Arcam, mais vu que le code il peut tourner à la fois sur CPU et sur GPU, mais on a un énorme gain sur CPU aussi. Parce qu'on a D'accord. épuré tout ce qui était pourri et qu'on avait gardé par le passé parce qu'on n'avait pas vu que c'était pas bien. Et du coup, c'est quoi qui était pourri, qui était pas bien par le passé sur CPU? Et bah, c'était les fonctions virtuelles, c'était l'utilisation de certaines parties pas bien de la STS, c'était la non-gestion des allocations avec attention, ce genre de choses où si on Mhm. fait pas gaffe, sur CPU, ça marche, hein. Donc, on se fait vite embarquer. Je dis pas qu'il faut jamais en mettre, mais il faut les mettre au bon endroit. À l'extérieur de la boucle de calcul, les fonctions virtuelles, c'est pas grave, à l'intérieur, c'est un peu plus embêtant. Oui, tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec cette remarque. J'ai cette même expérience. On s'est laissé embarquer par l'évolution des CPU et des langages pendant des décennies et on s'est fait plaisir. Et en passant sur le GPU, ça nous a apporté d'énormes contraintes et ça nous a poussé à remettre en question les optimisations, les structures de données, à revoir le code. Et moi-même, par exemple, sur mes premiers essais, sur mon meilleur hexaédrique, j'avais porté l'optimisation des éléments en multithread. Bon, j'étais content des perfs. Et puis après, je l'ai porté sur GPU. Et la version GPU sur Mac, on peut l'exécuter sur CPU. Et à ma grande surprise, du code OpenCL exécuté sur CPU, c'était aussi efficace que mon multithread optimisé à la main. Et on a actuellement on se fait la même remarque avec un thésard qui développe un GMRS assez spécifique avec des access patterns un peu bizarroïdes. Bon, il a codé pour que ça marche. Et une fois que ça marchait, bah, moi je l'ai aidé à coder ça sur GPU. Et, et sur GPU, on avait des facteurs d'accélération par rapport à sa version CPU multithread qui étaient bien plus que ce que la théorie disait. Parce qu'en fait, sans vouloir le critiquer, il avait codé avec les pieds sur CPU. Donc il y a un peu cette contrainte du GPU c'est à la fois un problème, mais aussi un avantage. Ça nous pousse à nous remettre en question. Donc, du coup, je vais revenir un petit peu sur les trucs à l'ancienne. Est-ce que écrire du code SIMD sur CPU et se poser la question de la vecto déjà sur CPU, ça aiderait pas à écrire du code GPU? Oui, moi, ça en fait partie. C'est une réflexion que j'ai. Moi, j'ai développé plusieurs bibliothèques de calcul géométrique et de maillage sur GPU et elles sont SIMD. À la base, j'ai pris ça comme contrainte. C'est une contrainte qui est un peu trop forte pour le GPU. Typiquement, les NVIDIA sont efficaces en scalaire, euh, mais, euh, mais ça donne une bien plus grande portabilité. Je trouve que c'est un peu une règle d'écriture saine, on peut dire. Ici, c'est un peu. Dans un appel à projet, on aura un quart de page à 4. Donc, il va falloir mettre, c'est pas une blague, hein, c'est Bah oui, vraiment oui. l'ordre de grandeur pour la projet. Donc, ce qu'il faudra mettre, c'est des grandes directions et pas des sujets. Là, on est arrivé déjà sur des débuts de solutions, alors que c'est des grands objectifs qu'il faudra avoir sur la projet. J'ai dit un quart, c'est pas peut-être plus pour ce qui est formation, je suis pas sûr que c'est un truc qu'il faut faire dans Numplex, mais je suis pas sûr que. Dans Numplex, on en avait parlé, donc ils peuvent déjà de dire c'est une activité qu'on a envie de faire dans Numplex. Après, voilà, la question c'est est-ce qu'il y a du budget prévu là-dessus? Du coup, s'il nous parle avec le projet, effectivement, dans moi, ce que j'avais vu, c'était juste comment dire, de l'activité et pas tellement de la production, enfin, typiquement des outils de débugage et tout. Là, on va revenir ce qui avait été envisagé. Maintenant, après, du budget pour faire des formations, je pense que ça, il y en a déjà. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on met derrière le niveau formation, de quel public on parle, parce qu'on voit que là, on a parlé de former des chercheurs au sein de Numplex qui proposent les outils, les méthodes pour Exascale. On a parlé de former
les développeurs applicatifs, donc a priori, hors de Nupex, parce que les applications ne sont pas en Nupex. Il y a aussi la notion de formation initiale continue, mais dans les universités, enfin, vers les publics plus de ce type-là. Enfin, derrière le mot formation, il y a un phénomène. Alors, pour ce qui est des Numplex, la cible, c'est savoir utiliser les machines, la dernière machine à poser, etc., puis celle qui arrive. C'est ça l'objectif. Au sens où, si on est très égoïste, on se dit, bah, ça va être ce qui tourne sur ces machines. Donc, les gens qui les produisent, les gens qui les utilisent, etc. Maintenant, évidemment, on a envie d'avoir un impact sociétal plus largement que ça. Simplement, ça nous aide à cibler au cœur. Parce qu'on doute bien que oui, ce qu'on va faire dans Nupex, sur une machine exascale, oui, ce que tu vas faire dans une machine pectascale, ce sera utile aussi. Transformation. Une transformation de code. Non, mais de manière générale. Non, les transformations. Ah, transformation, pardon. Dans le sens portage, dans le sens où tu vas, tu as un gros code de décide. Donc, le portage. Ouais. Là, effectivement, peut-être qu'on peut le mettre, une des approches qui peut répondre à cette question de migration. Adaptation, portage progressif de code. C'est plutôt le métaportage. Le portage, tu prends un code, tu le mets sur le calculateur, et puis après, quand tu l'as fait, il y a des larges. Tu es obligé de le reporter. Là, c'est plutôt la transformation, c'est des outils de transformation de code pour les amener d'une architecture à une autre sans tout casser. Pour le point d'équipement, Samuel, tu avais plutôt expression sensorielle ça, c'était pas forcément. Ça peut être en maths, ça peut être en autre chose, mais on arrive à les exprimer autant que possible sans déclarer une maîtrise. Éviter les bugs, je sais pas, il n'y a rien qui tourne de la. Juste spécialité. À la fois dans les conceptions. Je pense de toute façon, il faut laisser mourir. Même si l'appel à projet, on va nous le monter rapidement. Là, on nous a déjà demandé pour le 21 juin de faire un premier mouture. Oui. De toute façon, pour faire un quart de page. Comment peut-être un appel à projet comme ça pour s'assurer que les choses arrivent jusqu'aux applications parce que sur un appel à projet, on a quand même très souvent des choses qui arrivent à des micro-protos. Voilà, on a montré que cette manière de faire, ça pouvait marcher dans un cas. Démerdez-vous pour la suite. Et là, les applications pour elles, souvent, c'est si j'ai ça ou j'ai rien, moi, c'est pareil. Comment on fait pour avoir ces derniers mètres là pour arriver de la démonstration à l'utilisation? Non, c'est aussi une question de dans l'appel à projet, comment on fait pour que les répondants Est-ce qu'on peut dimensionnent raisonnablement pour pouvoir aller jusqu'à l'outil de production et ils disent pas, ben, on va explorer plein de trucs, on va faire des trucs géniaux, mais du coup, on pourra aller, enfin, voilà, il faut qu'il y ait de l'incitation dans l'appel à projet et qu'il y ait les critères d'évaluation qui amènent à ça, si on peut aller faire ça. Ça peut être une exigence de démonstrateur. Hein. Alors, éventuellement, me dire il faut que ce soit un démonstrateur de Numpex ou je ne sais pas. Et, ça peut être un critère d'exigence. Je dirais si l'appli et l'équipe de l'appli n'est pas impliquée dès le départ et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour le faire dans l'appli, déjà avec ça, ou bien que ce soit clair que la personne qui est, je vais dire crûment encore, mais que la personne qui est là, elle est là pour travailler la partie informatique de l'appli et pas pour rajouter de la physique. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce que moi, j'ai trop vu de projets européens où
on pique quelqu'un pour faire le lien avec l'info et qu'en fait, il va rajouter de la physique. Et c'est pas le but de l'approche. Nous, les seules fois où ça a marché, c'est quand la personne qui était là pour modifier l'appli, elle était dans l'équipe informatique et pas dans l'équipe code. Après, moi, ce que je vois, c'est ceux qui sont demandeurs, c'est-à-dire qui sont initiateurs de faire ça dans notre appli. Du coup, le projet, donc, tu vois, les collaborations qu'on a pu avoir avec Airbus, Eviden actuellement, effectivement, c'est une demande qui arrive de eux au départ. Donc ça marche. Ouais, mais justement, dans l'appel à projet, là, c'est plutôt les informaticiens qui vont répondre, qui vont répondre avec leur idée de ce qu'il faut faire, et du coup, derrière, on se retrouve avec un schéma de je sais ce que je veux et ce que je vais faire et ce pourquoi je vais financer. Maintenant, il faut que je trouve un peu au forceps une appli qui accepte de mettre ça dans son truc, même si c'est pas son objectif. Et ça, c'est la recette pour une collaboration où l'appli ne voit pas son intérêt, du coup, collabore un peu à reculons, comme tu le décris, et où du coup, l'aspect outil est fait un peu plus sur des idées a priori, et on arrive à quelque chose qui ne transfère jamais jusqu'aux applis. Donc, si on veut que ça marche, c'est ce que dit Marc, les applis sont appliquées en amont, y compris dans la description du besoin et dans l'identification du besoin, et les applis voient leur intérêt dans les propositions qui sont faites. Peut-être demander un support d'application d'avoir déjà identifié des applications qui veulent le truc, ou enfin, dans l'appel à projet, avoir Il faut qu'il soit dans le départ. Bah après, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Hein, il faut que vraiment les gens, ce soit clair pour eux qu'est-ce que le projet va apporter à leur appli et que ça va apporter des pertes. Bon, j'ai dit des pertes, mais ça peut être autre chose. Mais enfin, je veux dire que ce soit un cadre qui est super bien défini et c'est ça et c'est pas ça. L'objectif est clair, il est défini et des ressources à vous. Est-ce que ça, c'est vraiment compatible avec avoir un livrable qui est défini par cette appel à projet? Parce que, en général, ce que les applications, c'est améliorer leurs applications, pas avoir un outil en plus. Parce que là, du coup, pour un livrable, il ne peut pas être juste on a amélioré l'application. Enfin, je ne suis pas sûr de ta question ensemble. Le livrable, ça peut être simplement voici ce qu'on a fait et ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a promis, au sens ça allait aller 10 fois plus vite. On ne met pas forcément ça. Tu dis c'est cette direction-là qu'on a envie de prendre et puis ensuite on livrera ce qu'on a produit. Et peu importe des moments qu'on s'est expliqué que oui, ça a porté, même si ça n'a pas porté dans la direction qui avait été définie au départ. Mais par contre, effectivement, il faut marcher main dans la main dans la direction vers laquelle finalement on se retrouverait. Je te remercie, ça dépend ce qu'on doit faire. Ouais. Si à la fin c'est une contribution dans l'appli, les gens de l'appli voient tout de suite leur intérêt. Si c'est une contribution d'un outil de débogage, là, l'intérêt pour l'appli, il est plus dur à faire comprendre aux personnes impliquées. Ils n'auront un intérêt que s'ils ont plein de bugs. Oui. S'ils en ont. C'est ça. Il suffit de prendre un code suffisamment. Mais Tu vois ce que je veux dire? ce que tu me dis, ça me rappelle un papier des gens qui font du Call-of-Duty, qui racontent le débarrage de Call-of-Duty où ils essayaient de vendre leur logiciel qui trouve des bugs. Et c'était difficile, ils marchaient en équilibre sur on a trop de faux positifs, on a trop de faux négatifs. Enfin, s'il y a trop de faux positifs, du coup, les gens n'en veulent pas. Ils racontent de la merde, c'est n'importe quoi. Et il suffisait qu'il y ait pas trop de faux négatifs, qu'ils trouvent vraiment des bugs et pas trop de faux positifs. Pour que les gens s'en rendent compte, ah ouais, mince, mais ce bug-là, ça fait 10 ans, voilà, en fait, on s'en est jamais rendu compte. Enfin, si, je me souviens, toutes les 3 semaines, on avait ça qui crachait et tout. Et ils expliquent vraiment que c'est en arrivant à trouver des bugs existants, et ça, c'est pas ce qui est manque dans les applis. Donc maintenant, après ça, tu ne peux pas forcément
C'est dire, après, enfin, ça dépend. Ceux qui sont au contact des applis ont une bonne idée, je pense, des bugs récurrents et qu'ils reviennent, même si les gens font gaffe, hein, et dire bah, là-dessus, oui, si l'outil, on sait qu'il va pouvoir apporter. Les gens, quand tu discutes avec eux, ils se disent, mais oui, mais ça, chaque mois, je perds une journée entière sur cette connerie-là. Dans les directions de recherche, n'ont pas été évoquées, mais qui sont quand même, de plus en plus, c'est les modèles de proc qui mixent pour un classique résolution d'équations comme on est habitué à les faire et modèles d'apprentissage, notamment en inférence dans l'application. Travailler sur l'intégration de ces deux types de workflows dans une même application, c'est une demande qu'on a de la part pas mal. Il n'y a pas de précis, c'est intégration. Intégration de parties calculatoires classiques et d'inférence. Et inférence. Et inférence, on sait qui, hein. Pardon, Au sens I. social, apprentissage. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que Copilot, il arrivait bien à aider à la programmation d'applications. Et que dans le code, il n'est pas suffisamment. Effectivement, il y a ça, mais là, dès que j'avais, c'est plus, tu vois, d'un côté, il y a des gens qui écrivent leur partie apprentissage en PyTorch, en ce qu'on veut. Ils ont une appli Fortran. Et après, bah, il faut appeler l'un depuis l'autre et c'est pas tant trivial. Donc c'est plus à ça que je pensais. Mais effectivement, ça se fait. Tu as fini des modèles de collection de code. Aussi, un peu de Non, enfin, là, j'imaginais l'inférence sur moi, je pense à autre chose. mais il y a la génération de code et les modèles à la copilote, les modèles de langage. Et ça, il y a vraiment des applications clients de ça, parce que des gens, j'aimerais bien essayer. Des lois, des dates, des choses comme ça, oui. Qui cherchent à remplacer des calculs de lois lourdes à calculer au sein de la plupart. Il y a aussi du réseau de neurones, même au sein même du schéma numérique, des choses par les détecteurs de choc, des choses comme ça. Pas au même niveau que Diablo l'exploration, c'est Ah bah c'est exploratoire, je sais pas pour ça si ça marche vraiment pas. Je pense qu'il y a une question. Il y a pas des incertitudes. Genre, je pense à ce que tu intéresse aussi. Et peut-être ce serait. Et ouais, un autre sujet qu'on a évoqué, c'était des tâches à grand moyen sur le GPU, c'est-à-dire comment tirer parti efficacement du GPU avec plusieurs tâches qui tournent en même temps sur le GPU et un scheduling collaboratif entre une partie logicielle et le hardware du GPU. C'est aussi